Sa mort survenue alors qu'il était encore très jeune a mené certaines personnes à l'appeler le James Dean des arts martiaux du cinéma. Il avait à la fois la grâce d'un danseur et une adresse incroyable. Malgré les préjugés dont il était victime, il a aidé à faire découvrir les arts martiaux aux États-Unis et a tenté de créer un lien culturel entre l'Est et l'Ouest. Avec ses capacités incroyables et son grand charisme à l'écran, il est vite devenu un personnage culte. Sa vie a été marquée par une lutte contre les démons intérieurs et extérieurs. Sa mort mystérieuse n'a fait qu'ajouter à l'énigme qu'était sa vie. Il était le seul et unique Bruce Lee. Février 1965, un jeune acteur fait un essai pour le cinéma. Bruce Lee, essai, scène 8, prise 1. Le nom de famille est Lee, Bruce Lee. Il est joyeux, gentil, juste un peu nerveux à l'idée d'être devant une caméra. C'est quand il commence à montrer ses talents que le débutant se révèle le grand maître qui allait faire de lui une légende du cinéma. Voici le coup du poignet, voici le coup de poing. Il y a le dos du poing et puis on le baisse. Bien sûr, ensuite on utilise ses jambes, tout droit dans les reins ou alors elles sont levées. Il y a le coup du tigre qui bondit comme un tigre utilisant ses griffes pour attraper le visage ou le sommet du crâne. Comme tout essai pour le cinéma, on lui demande quelques informations sur ce qu'il a fait. Vous avez travaillé dans le cinéma à Hong Kong? Oui, depuis que j'ai environ 6 ans. Et quand avez-vous quitté Hong Kong? En 1959, quand j'avais 18 ans. Son nom de naissance était Lee Jun-fan, né à San Francisco le 27 novembre 1940, dans l'année chinoise du dragon. Son grand-père maternel était allemand, faisant du jeune Lee un garçon 3/4 asiatique, 1/4 caucasien. Comme souvent pour les Asiatiques nés en Occident qui ont un nom traditionnel chinois, on leur donne un prénom de style occidental. Dans ce cas, ce fut Bruce. Bien que l'Amérique fût son lieu de naissance, Bruce Lee a passé toute sa jeunesse dans le protectorat britannique de Hong Kong. Ses jeunes années furent marquées par l'incertitude. En décembre 1941, le Japon prit possession de Hong Kong et le protectorat fut occupé par les troupes japonaises pendant la guerre. Après la guerre, Hong Kong revint sous le contrôle des Britanniques, une situation mal vécue par les Chinois qui refusaient toute domination étrangère. En 1949, la Chine tomba sous le régime communiste de Mao Tse-tung et Hong Kong fut menacé d'être envahi. Néanmoins, Hong Kong connaissait une activité florissante, devenant un réel pivot commercial. C'était également le centre d'une production cinématographique prospère. Venant d'une famille d'acteurs, Bruce Lee apparut dans des films dès son plus jeune âge sous le nom de Lee Siu-lung, jouant son premier rôle quand il n'avait que 2 mois. Au fil des années, Bruce Lee fit des apparitions dans les films de Hong Kong, jouant essentiellement des petits rôles. Mais c'était un adolescent agité. Son père était souvent parti en tournée avec une compagnie d'opéra de Canton. Livré à lui-même, sans surveillance, le jeune Bruce faisait partie des gangs. Afin d'éviter de se faire malmener dans les bagarres, Bruce Lee commença à apprendre les arts martiaux. Après avoir étudié différents styles de kung-fu chinois, il choisit le style Wing Chun. Ce n'est que plus tard que Bruce Lee s'intéressera aux philosophies rattachées à l'étude des arts martiaux. Bruce Lee apprit le self-défense, devint aussi un bon danseur, ce qui ajouta à la grâce de son kung-fu. Sa carrière d'acteur s'est également développée. En devenant adulte, il a commencé à avoir des fans en raison de son physique. Il apparut dans une 12aine de films, jouant des rôles secondaires dans lesquels il interprétait un adolescent joyeux au charme émouvant. Le futur héros des films d'action n'apparaissait encore guère. Ses premiers films montraient bien son charisme à l'écran qui un jour ferait de lui une star. Cependant, au grand désarroi de son père, il continuait à fréquenter les gangs.
Dans une scène de Big Boss, Bruce Lee s'amusait à promettre à ses parents de ne plus prendre part aux bagarres de rue. Vous avez promis. Son personnage portait une amulette sur laquelle il promettait à sa mère de ne plus se battre. Ses parents désapprouvaient sa carrière d'acteur en dents de scie et son choix d'étudier le kung-fu. Son père estima que Bruce devait profiter de son acte de naissance américain et il l'envoyait habiter aux États-Unis. À Seattle, Bruce termina ses études au lycée et commença à étudier à l'université. Puis, il rencontra Linda Emery, qui sera le véritable amour de sa vie. Ils firent leur première rencontre dans le restaurant de Seattle Space Needle. Ils devaient se marier 1 an plus tard. Bruce Lee continua ses études à l'université de Washington avec la philosophie comme matière principale. Toujours aussi turbulent et admettant qu'il n'était pas un brillant étudiant, Bruce Lee arrêta rapidement d'aller à l'université. Plus intéressé à enseigner qu'à apprendre, il ouvrit 2 écoles d'arts martiaux. Bruce Lee entraînait des Caucasiens. Cela ne plaisait pas à certains de ses compagnons d'arts martiaux, artistes qui pensaient que le kung-fu devait être uniquement réservé aux Asiatiques. Aussi, Bruce Lee fut provoqué dans un duel. S'il perdait, il ne pourrait plus enseigner le kung-fu à des personnes non asiatiques. Bruce Lee gagna le duel, mais si difficilement qu'il voulut perfectionner son style de kung-fu. Déclarant qu'il rejetait tout style particulier comme étant trop restrictif, il se mit à apprendre toutes les écoles d'arts martiaux, Aikido, Taekwondo, Kung-fu, Karaté, Judo et d'autres encore. Il enseignait également à tous ceux qui souhaitaient apprendre sans tenir compte de leur race. Sa philosophie, qui consistait à employer le coup de pied quand on a besoin de frapper, le poing quand on a besoin de donner un coup de poing, marquait une rupture dans les méthodes d'enseignement des arts martiaux traditionnels. Bruce Lee appela son école de pensée le Jeet Kune Do, la manière d'intercepter le poing. On y enseignait, comme pour l'escrime, l'art d'utiliser un coup et l'obstruction de manière simultanée, plutôt que de bloquer et ensuite de porter le coup. Bruce s'appropria d'autres techniques, se débarrassant des styles traditionnels s'il les jugeait inefficaces. Il détestait casser des planches et des briques, car il considérait cela comme de simples farces, disant « si vous voulez casser quelque chose, utilisez un marteau ». Après le succès de ces écoles, Hollywood l'appela pour lui proposer de faire des essais. Ceci lui redonna envie de jouer au cinéma. Maintenant, marié et avec un fils, Brandon, né en février 1965, Lee avait une famille à faire vivre et voulait faire grande sensation à Hollywood. Ses essais au cinéma révélèrent son charme, son charisme et son aisance, lui permirent aussi de se distinguer dans ce style de film. Le rôle pour lequel on lui faisait faire une audition était celui du fils de Charlie Chan, le célèbre enquêteur, et devait faire l'objet d'une série télévisée portant sur un limier chinois. Les Asiatiques continuaient à souffrir de discrimination dans les castings à Hollywood. Et même quelqu'un d'aussi sympathique que Bruce avait du mal à casser ses barrières. Il se trouva que la série de Charlie Chan ne se fit pas. Mais une autre importation orientale prenait de l'importance au cinéma. Et c'est avec cela que Bruce Lee fut lancé à Hollywood. Les arts martiaux faisaient progressivement fureur dans les films. Différentes formes de combat sans armes commençaient à apparaître de manière régulière dans ces films, et ce fut une autre série qui permit à Bruce de percer. L'enthousiasme pour Batman battait son plein. Un dérivé de la très populaire série télévisée Batman, le Frelon vert, portait à l'écran un autre héros de bande dessinée qui luttait contre les criminels. Mais cette fois, le film était basé sur le style d'une émission radio. Le héros, Britt Reid, était le digne héritier, au sens propre comme au sens figuré, de Lone Ranger, puisque les 2 émissions avaient été créées par les mêmes personnes. Tout comme son arrière-grand-père, Lone Ranger, le riche journaliste Reid, portait un masque et avait une identité secrète pour lutter contre les criminels sous le nom d'emprunt, le Frelon vert. Et comme Lone Ranger, il avait un petit associé soumis, un garçon de maison japonais nommé Kato, qui l'assistait dans ses aventures contre les criminels. Les producteurs du Frelon vert virent les auditions de Bruce Lee et savaient qu'ils avaient trouvé leur Kato.
Bruce Lee hésita à jouer le rôle stéréotypé du serviteur, mais il avait une famille à nourrir. De plus, Bruce Lee transformerait ce rôle non seulement d'une caricature japonaise en un personnage chinois, mais il en ferait un associé particulièrement dynamique. Même si Kato s'occupait des tâches domestiques, et bien que le frelon vert avait la majorité des dialogues, aucun domestique n'avait été s'asseoir sur le bureau de son employeur. La série montra que l'équipe luttait contre les criminels main dans la main, même s'il apparaissait clairement qui était le patron. Quand le duo entrait en action, le rôle de Bruce Lee, Kato, semblait très fort. Lutter contre les criminels devenait concret. Frelon vert et Kato se battaient contre les mauvais garçons avec leur kung-fu dévastateur dont la chorégraphie était faite par Lee. Kato se débrouillait du problème épineux des artistes d'arts martiaux qui s'opposaient aux hommes armés en utilisant des fléchettes lancées à la main. Van William jouait le rôle de Frelon vert. Il appréciait Bruce Lee et est devenu son élève. Diane McBain, qui jouait Pinky dans une série en 2 parties qui associait les 2 équipes, Frelon vert et Kato, et Batman et Robin, se souvient de Bruce Lee. Je possédais The Pink Stamp Factory et ils essayaient de faire des timbres avec Batman, Robin et Frelon vert également. C'était l'une de ces combinaisons de spectacles qui existaient quand ils les ont rassemblés. C'était 1 heure de spectacle en 2 parties. Batman et Frelon vert se retrouvaient pour résoudre les crimes. À l'époque, il n'était pas une grande star. Il avait un rôle peu important. Il était certainement très intelligent avec ses arts martiaux, car il faisait cela très bien. Et c'était une partie du spectacle. Et donc, c'était très impressionnant. Malgré la popularité de Bruce Lee, Frelon vert a été annulé pendant 1 saison. Bruce Lee a découvert, comme de nombreuses stars de la télévision qui avaient vu leur série annulée, combien la gloire pouvait être éphémère. Mais la compétence de Lee dans les arts martiaux lui valut une place comme coordinateur de combat dans l'un des films de Matt Helm, The Wrecking Crew, avec pour vedette Dean Martin. Voici un extrait d'un combat dont il a fait la chorégraphie avec Sharon Tate et Nancy Kwan, même si aucune des 2 actrices n'était destinée à devenir une artiste chevronnée dans le domaine des arts martiaux. Travaillait également avec Bruce Lee sur le film comme figurant cascadeur un jeune artiste des arts martiaux du nom de Chuck Norris. Bruce Lee organisa des combats pour d'autres films tels que Walk in the Spring Rain. Le plus souvent, il entraînait les acteurs aux arts martiaux qu'ils devaient utiliser dans leurs films. Bruce Lee devint l'instructeur des stars, demandant $250 de l'heure pour enseigner les techniques du combat. Ses élèves les plus célèbres furent Steve McQueen, le réalisateur Roman Polanski, la star de basketball Kareem Abdul-Jabbar et James Coburn. Bruce Lee était un très bon ami à moi et nous avons souvent travaillé tous les 2. Il était très proche, on était des amis proches. C'était Lee qui avait enseigné à James Coburn les techniques qu'il allait utiliser dans les films d'espionnage du style James Bond comme No Trump Flint et F comme Flint. Toute sa vie était liée aux arts martiaux. Il vivait, respirait, pensait, bougeait. Tout était dédié à son plus grand principe qui était celui de sa propre évolution personnelle. Il s'était créé. Bruce Lee était un petit Chinois qui exigeait de lui-même l'excellence. Je veux dire qu'il était un grand artiste dans ce sens-là. Il s'était créé. L'auteur de scénario Sterling Siliphant est également devenu un élève de Bruce Lee. Il lui écrivit une scène sur mesure dans une série télévisée. Dans plusieurs épisodes de Longstreet, Bruce Lee jouait un expert en arts martiaux qui apprenait le self-défense à un détective aveugle joué par James Franciscus. Siliphant a aussi écrit pour Bruce Lee l'un des rares rôles de méchant. Dans le film de 1969 La valse des truands, Bruce Lee jouait le rôle de Winslow Wong, un voyou envoyé pour intimider le détective Philip Marlowe, interprété par James Garner. Bruce Lee lui a presque volé la vedette avec ses démonstrations de kung-fu. Monsieur Winslow Wong se met en boule. Il essaie de chercher des noises à Monsieur Philip Marlowe. Mais ce que Wong ne sait pas,
c'est que Marlowe est difficile à énerver. James Garner a tellement été impressionné par Bruce Lee qu'il demanda à l'artiste de lui donner des leçons. D'autres élèves, comme Steve McQueen et James Coburn, ont aidé Lee à obtenir des rôles à Hollywood. Cependant, Bruce Lee était révolté par la discrimination raciale et le manque d'intérêt d'Hollywood pour les projets qu'il voulait mener à bien. La rancœur de Bruce Lee le mena à se brouiller avec des amis et des personnes qui le soutenaient. Un projet pour tourner l'un des scénarios de Bruce Lee, The Silent Flute, échoua après un conflit avec son collaborateur et son principal soutien, James Coburn. Le racisme dans les choix de casting d'Hollywood aboutit à une scène dans La Fureur de vaincre où Bruce Lee déverse sa rancœur envers les préjugés dont il avait été victime. Il en avait assez du traitement que lui faisait Hollywood, et il retourna à Hong Kong, où il s'impliqua de nouveau dans le cinéma chinois qui, à l'époque, émergeait. À Hong Kong, une industrie du film florissante commençait en effet à apparaître à la recherche de nouvelles stars. On y avait régulièrement produit des films depuis les années 1920. Mais après la Deuxième Guerre mondiale et le passage de la Chine aux mains des communistes, Hong Kong devint la source principale de films en langue chinoise dans le monde. Aujourd'hui, c'est le troisième plus grand producteur de films après l'Inde et les États-Unis. Au début des années 70, les films d'arts martiaux se mirent à proliférer. Les films de kung-fu commençaient à apparaître plus régulièrement, associant un style traditionnel d'arts martiaux à des acrobaties de style opéra de Pékin. Ces films étaient souvent dynamiques, fantastiques et extravagants. Bruce Lee correspondait tout à fait à ce genre de film, avec sa grâce, son agilité, son adresse et son charme. Hong Kong accueillit Bruce Lee comme étant la plus grande star depuis que Le Frelon Vert avait été diffusé ici. On l'avait même surnommé la série de Kato. Bruce Lee fit valoir sa célébrité pour obtenir des rôles de vedette dans les films de kung-fu, signant pour 2 films avec le producteur Raymond Chow. Le premier de ces films racontait l'histoire d'un sage qui pratiquait des arts martiaux modernes, Big Boss, tourné sur place en Thaïlande. Big Boss sortit aux États-Unis sous le titre Fists of Fury. Bruce Lee jouait le rôle d'un jeune envoyé par ses parents loin de Hong Kong, dans de la famille habitant la Thaïlande afin de le sortir de ses problèmes, tout comme Bruce avait été envoyé aux États-Unis par son père. Bonne chance, Chan. Il arrive dans un petit village de Thaïlande où il trouve du travail avec ses amis dans une fabrique de glace. Ils ne savent pas que l'usine est tenue par des gangsters qui font de la contrebande de drogue et tuent violemment quiconque entrave leurs opérations. Hey! Come on now. Hurry, hurry. Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Naturellement, quand les amis de Bruce Lee commencent à disparaître, il se doit de mener une enquête et, bien entendu, il s'attire des ennuis. Get going. Allez, venez, avancez! Et de nouveau, Bruce Lee doit rompre sa promesse de ne pas s'impliquer dans des bagarres. You know, I broke a promise. Vous savez, j'ai rompu ma promesse de ne jamais plus me battre. On trouve une particularité du jeu de Bruce Lee dans ce film. Quand il est blessé par un adversaire, Lee goûte son propre sang afin de se plonger dans une plus grande rage, utilisant ainsi cette faiblesse à son avantage. Son enquête sur les disparitions le mène jusqu'au grand patron, la tête pensante des gangsters à qui l'usine appartient, et les deux s'engagent dans un combat final violent. Les combats à l'écran existaient aussi derrière la caméra. Ergoteur, obstiné et cherchant toujours la perfection, Bruce Lee se querellait toujours avec le réalisateur Lo Wei pendant la réalisation du film. À la fin du film, Bruce Lee renvoya le réalisateur qu'il trouvait incompétent, et c'est Lo qui bénéficia de la nouvelle renommée de star de Bruce Lee. Malgré des différences d'opinion entre les deux hommes, Big Boss fut un grand succès à Hong Kong et en Asie.
Les gangsters faisaient partie intégrante de la vie à Hong Kong. On ressentait leur présence à l'extérieur de l'écran et sur l'écran. On a proposé à Lee des pots de vin. On l'a menacé de tomber sous l'influence de la pègre. Il ne fut pas intimidé. Il savait qu'il risquait de devenir la cible des gangs. Avec courage, Lee demanda de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail pour les cascadeurs et pour le reste du petit personnel travaillant dans l'industrie du film de Hong Kong. Il s'est fait des ennemis, mais il s'est également fait des amis. Dans le film de Bruce Lee, La Fureur de vaincre, tourné dans les studios de Hong Kong, on remarquait de meilleurs choix de production. Le film commençait avec Bruce Lee qui découvre que le maître qu'il vénère est mort dans des circonstances mystérieuses. Où sont-ils? Derrière, ils sont en danger. Allons-y alors. L'action se passe à Shanghai en 1908 dans une école chinoise de kung-fu persécutée par des Japonais autoritaires, professeurs d'arts martiaux dans une école de karaté des environs. Et pourquoi t'es aussi timide? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? T'as perdu ta langue? Vraiment? Quelle bande! Que des gamins! Même pas un homme. Affecté par la mort de son maître et provoqué par les Japonais arrogants, il se rend à leur école pour leur donner une leçon. Et Bruce Lee apprend rapidement que ce sont les Japonais qui ont empoisonné son maître. Alors pourquoi vous avez empoisonné mon maître? Pourquoi avez-vous tué mon maître? Finalement, Bruce Lee va se venger. Il va combattre dans des duels à mort, violents, avec les maîtres de l'école de karaté. Si en apparence le film semble être l'épopée d'une rivalité entre les écoles d'arts martiaux japonaises et chinoises, certains y voient des nuances politiques entre japonais et chinois. Au centre du film, on retrouve la domination de la Chine par des étrangers et particulièrement par des Japonais. Ils exercent une grande discrimination à l'encontre des Chinois dans leur campagne militaire et souvent les exploitent économiquement. Il y avait beaucoup de rancœur contre le Japon quand il dominait les économies asiatiques. Malgré le message implacable du film qui portait sur la confrontation et la vengeance, Bruce Lee mit en évidence quelques aspects comiques, par exemple en jouant le rôle d'un réparateur de téléphone qui espionne les Japonais. Bonjour, je suis de la Société des téléphones. Il a aussi joué le rôle d'un vieil homme qui vendait des journaux à un policier qui le recherchait. Monsieur, pourquoi ne pas essayer de revenir aux écoles de Tsinghua? Le champion de karaté Bob Wall joua le rôle d'un boxeur russe employé par un Japonais pour tuer Bruce Lee. Même s'il était toujours battu à la fin, Wall avait le privilège d'être l'adversaire de Bruce Lee dans 4 de ses films. Quand le film fut prêt à faire ses débuts aux États-Unis, le titre original de La Fureur de vaincre, The Fist of Fury, fut considéré comme trop proche de Fists of Fury, le titre du précédent film de Bruce Lee. Comme French Connection avait connu un grand succès l'année d'avant aux États-Unis, on changea le nom et le nouveau film de Bruce Lee devint The Chinese Connection. Le deuxième film de kung-fu de Bruce Lee fut un grand succès qui dépassa largement La Mélodie du Bonheur, le plus grand blockbuster de tous les temps à Hong Kong. On n'arrête pas Bruce Lee. Il est imbattable. Il est incroyable. Il est Bruce Lee, le maître du karaté du kung-fu. Il nous présente La Fureur de vaincre.
Chinese Connection, appelé La Fureur de vaincre, a également eu du succès au Japon malgré sa rhétorique anti-japonaise. Bruce Lee est devenu la star asiatique et Hollywood a commencé à reconsidérer cet acteur qui avait été jusque-là un peu ignoré. Beaucoup de changements avaient eu lieu pendant les années 60-70. Les publics occidentaux acceptaient plus facilement les stars qui n'étaient pas blanches pour des premiers rôles. Les films de la Blaxploitation faisaient fureur et dans les petits cinémas et les drive-in, plusieurs films chinois d'arts martiaux étaient à l'affiche. Pendant ce temps-là, Lee se rendit à Rome pour tourner son 3e film de kung-fu, La Fureur du Dragon. Cette fois-ci, il avait la complète gestion de la production. Il avait écrit et dirigé le film. Bien que limité par un budget peu important, le film mit en évidence les meilleurs atouts de Bruce Lee, présentant à la fois de magnifiques exercices d'arts martiaux et une personne à l'esprit espiègle. Fan de Clint Eastwood et des westerns spaghetti de Sergio Leone, comme Une poignée de dollars, Bruce Lee intègre un soupçon des films de Leone dans ses productions. On trouve des influences du personnage de l'homme sans nom d'Eastwood dans les interprétations de Bruce Lee. De nouveau, Bruce Lee s'embrouille avec des gangsters, cette fois-ci avec des mafieux italiens stupides qui souhaitent accaparer le restaurant chinois de l'héroïne. Bruce sera le sauveur de la demoiselle en détresse. Bruce Lee, sans pitié. Bob Wall joue le rôle d'un champion européen employé par la mafia face à Bruce Lee et de nouveau, on se retrouve avec le même scénario. Un artiste des arts martiaux coréens jouant le rôle d'un champion de karaté japonais combat également avec Bruce Lee. Mais le duel le plus célèbre se passe au point culminant du film quand Bruce Lee s'affronte avec un autre voyou, le champion américain de karaté Chuck Norris. Beaucoup considèrent ce combat comme le meilleur combat d'arts martiaux du cinéma. Ce film est de surcroît marqué par l'humour de Bruce Lee. Entre les films, Bruce Lee travaillait sur un livre où il relatait sa philosophie des arts martiaux. Il commença à filmer Le Jeu de la mort alors qu'il n'y avait pas encore d'intrigue définitive ni de scénario. Ses amis désapprouvaient le titre, car le mot « mort » était considéré comme une malédiction dans un quelconque projet. Et Bruce Lee décida aussi de braver le destin une deuxième fois en choisissant une maison dont la disposition ne s'accordait pas avec les idées des praticiens du Feng Shui, et son sobriquet de petit dragon était aussi considéré comme malchanceux. Mais Bruce Lee n'avait que faire des superstitions. Cependant, le travail incessant de Bruce Lee commençait à dévoiler qui il était. La production du film était hasardeuse, sans réel scénario. La star du basketball, Karim Abdul-Jabbar, rendit visite à Bruce sur le plateau. Cela permit à Bruce d'improviser une scène de combat entre lui et son ami à qui il donnait des cours. Cette séquence devint plus tard un élément majeur de vente quand le film fut terminé, même si Bruce Lee n'y était pas à son avantage. La production du Jeu de la mort fut interrompue quand Hollywood appela Bruce Lee pour lui dire qu'elle voulait lui faire passer un casting pour un film important sur les arts martiaux. Bien que fait sur mesure pour Bruce, le studio Warner Bros. Ajouta 2 autres personnages gentils dans le scénario. Le succès de la Blaxploitation aida Bruce à faire engager le champion de karaté Jim Kelly. Votre style n'est pas orthodoxe. Ce n'est pas l'art, mais le combat que vous appréciez. Ce que j'apprécie, c'est de gagner. Un acteur expérimenté, John Saxon, a aussi fait le casting, car les producteurs n'étaient pas encore sûrs que le film serait un succès sans aucune star blanche. Il y a un point que je ne franchirai pas. Maintenant, il doit affronter les mains de la mort. Contrairement au petit budget généralement associé aux films de kung-fu, la grosse production d'Opération Dragon devint rapidement la Rolls-Royce des films d'arts martiaux. Malgré cela, le scénario était sans cesse corrigé et réécrit. Et la production était tellement inquiète que personne ne pensait que le film serait un jour diffusé. Le casting international et l'équipe souffrirent de la malédiction de la Tour de Babel, car des traducteurs furent nécessaires afin de donner les instructions dans les différentes langues parlées sur le plateau. Au centre de l'intrigue, il y avait un mauvais garçon, le parrain de la drogue, Han, moitié méchant de James Bond, moitié Fu Manchu.
Bruce Lee jouait le rôle d'un enseignant de kung-fu recruté par les services secrets britanniques afin d'infiltrer la forteresse du parrain de la drogue en s'engageant dans une compétition d'arts martiaux qui avait lieu dans son île, une véritable tanière. La compétition n'était qu'un prétexte pour Han qui recrutait ainsi des hommes de main pour l'aider dans son trafic de drogue internationale. La star de Hong Kong, Angela Mao, jouait la sœur de Bruce Lee qui meurt plutôt que de se soumettre aux hommes de main du méchant, joué par Bob Wall. Wall avait été le boxeur russe que Bruce Lee avait combattu dans La Fureur de vaincre et le champion européen dans La Fureur du dragon. Et de nouveau, Lee réussit à le vaincre dans Opération Dragon pour venger la mort de sa sœur. Sur une île mystérieuse au sud de la mer de Chine se trouve une forteresse sans mur, protégée par une armée invincible qui n'a pas besoin d'armes ordinaires. Bienvenue sur l'île de Han. J'imagine que vous n'êtes pas encore assez prêt pour arrêter son opération. On sait tout, mais on ne peut rien prouver. Nous voulons que vous y alliez. Soyez notre agent. Son travail était de les faire sortir vivants. Le travail exigeant de Bruce Lee comme star et chorégraphe de combat l'ont éreinté et il a perdu plusieurs kilos alors qu'il était déjà très mince. Pendant le tournage d'une séquence de combat, Wall blessa accidentellement la main de Bruce avec une bouteille cassée. La coupure nécessita 12 points de suture. Les équipiers chinois et les figurants haranguaient Bruce afin qu'il tue Wall pour sauver son honneur. Ce qui ajouta une autre pression sur la star qui se donnait déjà du mal et qui continuait à se quereller avec le studio Warner Bros. Au sujet du titre du film. Le studio voulait l'appeler l'île de Han, estimant que le titre Opération Dragon ne ferait pas vendre de billets car c'était trop chinois. Bruce Lee a finalement réussi à gagner la partie. L'une des séquences les plus difficiles à filmer fut la scène dans le hall des miroirs, une démonstration étonnante de combat, mais un cauchemar à filmer, car on voyait soit les lumières, soit les caméras. De l'insondable Han. Les coups de Bruce étaient si rapides qu'ils ne pouvaient être enregistrés, à moins d'augmenter la rapidité des caméras pour ralentir l'action et pour pouvoir enfin filmer. Cela posait un problème, mais pour Bruce, ralentir ses coups n'était pas envisageable. La furie est de retour, mi-homme, mi-mythe, mi-magique et pur chaos. Bruce aspirait toujours à la perfection, s'efforçant d'atteindre un succès plus grand et allant au-delà des limites de son endurance physique. Et il s'est blessé plusieurs fois avec ce programme épuisant de la production. Il prit des coups à la tête, il était éreinté et meurtri. Bruce termina le tournage et prit un repos bien mérité, mais pas pour longtemps. Malgré la fatigue due au tournage d'Opération Dragon, il envisagea de reprendre Le Jeu de la mort, qu'il espérait être le plus grand film de kung-fu. Pendant ce temps-là, alors que la difficile production d'Opération Dragon arrivait à son terme, les producteurs n'étaient pas sûrs de ce que serait le résultat du film. Opération Dragon avait coûté $1,5 million pour être réalisé et en fin de compte, il en a rapporté plus de 150 millions. Le succès spectaculaire d'Opération Dragon garantissait à Bruce Lee un statut de superstar international. Il semblait qu'il allait continuer à écrire, à réaliser et à jouer en vedette dans d'autres films et même à affiner son talent. Bruce Lee espérait qu'il parviendrait à atteindre ses objectifs personnels en présentant les arts martiaux à un public international et en devenant la première superstar asiatique de renommée internationale. Ces deux objectifs ont été atteints, mais malheureusement, il ne les verra pas. Bruce Lee n'a pas vécu assez longtemps pour voir sa grande œuvre sur les écrans. Le 20 juillet 1973, juste avant qu'il ne reparte aux États-Unis pour la première de Opération Dragon, Bruce Lee avait repris son travail sur Le Jeu de la mort. Alors qu'il discutait avec son producteur Raymond Shaw des changements dans le scénario, Bruce s'est plaint de maux de tête et il est parti s'allonger. Après cela, Bruce ne se rendit pas à son dîner avec Shaw. Le producteur se rendit auprès de Bruce, mais il ne put le réveiller. Bruce Lee a été emmené à l'hôpital précipitamment, mais il est décédé sans avoir pu être ranimé. Il n'avait que 32 ans.
Opération Dragon a été projeté dans les salles de cinéma alors que le monde entier pleurait la perte de la nouvelle superstar. Le succès international du film a fait prendre conscience à quel point la mort de Bruce Lee était importante. Peu après sa mort, de nombreuses rumeurs circulèrent sur le fait qu'il avait été assassiné ou empoisonné, comme le maître dans La Fureur de vaincre. Des rumeurs disaient qu'une foule lui avait tendu un piège et l'avait battu à mort, ou qu'il avait été tué par des gangsters désireux de prouver que même s'il était un combattant invincible dans les combats à main nue, il était vulnérable face aux balles, ou alors que les techniques de combat, comme celle appelée le point de fer ou le point vibrant, utilisé par un rival jaloux pendant le tournage de Opération Dragon, avaient provoqué une blessure légère, le tuant lentement. La marijuana et d'autres drogues furent mentionnées dans la presse à scandale. On a même écrit qu'il était mort dans le lit d'une actrice pleine de charme. En Asie, on a dit que Bruce Lee avait tenté le mauvais sort en commençant à tourner son film Le jeu de la mort étant un mot maléfique pour un titre de film. L'explication médicale est que Bruce Lee avait pris des antidouleurs pour atténuer les blessures qu'il s'était faites pendant le film précédent. Une réaction allergique à ces antidouleurs aurait produit un œdème cérébral et provoqué sa mort. Avec Opération Dragon et d'autres films de Bruce Lee qui rapportèrent beaucoup d'argent, Hollywood rechercha un autre artiste en arts martiaux pour remplacer Bruce Lee comme roi du kung-fu au cinéma. Sonny Chiba fut présenté comme son successeur possible dans des films comme Le Garde du corps. Jim Kelly, la co-star de Bruce Lee dans Opération Dragon, continua sa carrière dans des films d'arts martiaux et de la blaxploitation comme La Ceinture Noire. Jim Dragon Kelly s'attaque à la mafia dans La Ceinture Noire. Black Belt Jones. L'un des artistes en arts martiaux les plus célèbres fut Chuck Norris, l'adversaire de Bruce Lee dans le point culminant du film La Fureur du Dragon. Déjà propriétaire d'une chaîne d'écoles d'arts martiaux et enseignant pour les stars, Chuck Norris a rapidement diversifié ses rôles en jouant dans des films d'action et d'aventure. D'autres artistes en arts martiaux sont également devenus des stars du cinéma. Jason a un rêve. Un jour, je voudrais être comme lui. Steven Seagal joua le rôle d'un guerrier farouche dans plusieurs films d'action, dont Nico. C'est un flic. Arrêtez la voiture! Avec une attitude. Vous êtes le numéro 4 sur la liste des personnes les plus recherchées. Je veux être numéro 1. Mais l'austère Seagal n'avait pas l'attrait qui faisait que Bruce Lee plaisait tant à ses fans. Jean-Claude Van Damme n'avait pas la personnalité de Bruce Lee à l'écran et il avait vraiment un accent incompréhensible pour les Américains. Un gang brutal qui remanie le monde suivant sa propre vision de l'enfer. Et seul un homme peut les arrêter, Jean-Claude Van Damme, mène la bataille entre le bon et le mauvais. Cyborg. Comme Chuck Norris, il est apparu dans d'autres films comme étant le méchant avant d'obtenir des rôles de héros. Après la mort de Bruce Lee, les réalisateurs cherchèrent de nouveaux artistes en arts martiaux pour trouver une alternative à sa place de superstar des films d'action. Hong Kong était réticente à remplacer la superstar qui avait représenté toute la fierté des Asiatiques en général et de Hong Kong en particulier. Une succession malsaine de sosies plus ou moins lointains de Bruce Lee ont commencé non seulement à prendre les rôles de Bruce, mais aussi son nom. A supernatural action American movie starring Bruce Lee. The Dragon. Un film d'action américain surnaturel avec en vedette Bruce Lee. Le dragon ne meurt jamais. Il attendait juste le moment pour sortir de sa tombe et se venger de ses meurtriers. Revenge.
Le film Exit the Dragon, Enter the Tiger, parodiant ainsi le titre original d'Opération Dragon, avait un personnage qui ressemblait à Bruce Lee et menait lui aussi des enquêtes sur des morts mystérieuses. Lai entre dans un Hong Kong sinistre sous terre avec une fantastique mission de vengeance. Là-bas, il rencontre une force mortelle, prête à faire n'importe quoi pour atteindre son but. Le tigre explose, fou de rage, prêt à se venger alors qu'il découvre une conspiration étonnante et cruelle. C'est un film qui parle de l'une des morts les plus choquantes de notre temps. Bruce Lee dans Exit the Dragon, Enter the Tiger. Cependant, aucun de ces imposteurs n'arrivait à la hauteur de l'original, en termes de talent ou d'adresse. Inévitablement, la légende de Bruce Lee serait un sujet de parodie. Opération Dragon a fait l'objet d'un pamphlet dans une partie du film Kentucky Fried Movie. Bien sûr, il y a quelques moments drôles. On s'est moqué des imitateurs de Bruce Lee dans They Call Me Bruce. Il marchait comme lui. Il parlait comme lui. Il cuisinait même comme lui. Ses jours étaient remplis de nouveaux défis. Manger du poulet avec des nunchakus, battre les criminels d'un revers de la main et défendre les bons contre les mauvais. On m'appelle Bruce. Il m'appelle Bruce. Un super-héros dans lequel l'Amérique peut croire. Cependant, parmi tous ceux qui ont copié Bruce Lee, un acteur qui était apparu comme cascadeur dans La Fureur de vaincre et Opération Dragon semblait être à la hauteur des qualités personnelles de Bruce et de son adresse athlétique. Bientôt, on le considérerait comme étant son successeur. Hey Batman, hey! Dans une minute. C'est l'heure. Tenant plus de Buster Keaton que de Bruce Lee, Jackie Chan trouva sa place en jouant dans des films d'action dans lesquels il utilisait ses propres styles d'arts martiaux et d'humour. Jackie Chan. Ancien comédien de l'opéra chinois, Charlie Chan apparut en vedette dans une douzaine de films de Hong Kong et dans quelques films américains. Sa percée dans le vedettariat international survint grâce à son adresse athlétique surprenante et à ses qualités de comique. Mais il y avait un autre héritier au trône, dont le lien avec Bruce Lee était encore plus étroit. Quand Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, eut la majorité, il suivit l'exemple de son père en choisissant une carrière d'acteur dans des films d'arts martiaux. Il apparut dans des films d'Hollywood et de Hong Kong. Tout comme son père, Brandon Lee devint également célèbre et eut des fans, mais la mort frappa de nouveau. Pendant le tournage de The Crow, Brandon fut accidentellement tué par un revolver qui s'avéra chargé de balles réelles. Cette tragédie ajouta aux rumeurs selon lesquelles la famille Lee était victime d'un mauvais sort et que des forces sinistres avaient influencé le décès des deux stars. Brandon est enterré près de son père à Seattle. La mort de Bruce Lee a hanté les spectateurs. Car comme pour son fils Brandon et pour James Dean, ces films continuèrent à être projetés dans les salles après sa mort, accentuant ainsi le sentiment d'avoir perdu une star en pleine ascension. Opération Dragon fut projetée dans de nombreuses salles après la mort de Lee.
Beaucoup de fans adulèrent la star défunte, exigeant de voir plus de films de Bruce Lee. La Fureur du Dragon, qui était terminé, fut projeté dans les salles l'année suivante. Le film a été rebaptisé Le Retour du Dragon, faisant croire qu'il s'agissait de la suite de Opération Dragon. Des épisodes du Frelon Vert ont été remontés et modifiés pour être projetés sur grand écran avec le nom de Kato et le Frelon Vert. Même la Valse des Truands a été à nouveau projetée pour faire des bénéfices sur le phénomène Bruce Lee, garantissant plus de succès que la star elle-même qui était James Garner. Des années après sa mort, Bruce Lee réapparut dans les cinémas. En raison de la mort de Bruce Lee, son dernier film, Le Jeu de la mort, n'a pu voir le jour. Maintenant, grâce au miracle du cinéma, vous allez découvrir l'histoire et le film que la superstar Bruce Lee voulait que vous voyiez, tel qu'il souhaitait le présenter à ses millions de fans autour du monde. Adieu Bruce Lee et son dernier Jeu de la mort. Le Jeu de la mort, le film que Bruce Lee avait tourné de manière hasardeuse au moment de son décès, a finalement été terminé. Pour faire un long métrage avec les 12 minutes de film que Bruce avait tourné, des scènes de ses autres films ont été ajoutées et des doublures ont été utilisées dans les scènes qu'il n'avait pas eu le temps de terminer. Souvent, les doublures lui ressemblaient à peine et le maquillage pour dissimuler la vérité paraissait relativement maladroit. En 1978, The Silent Flute, un scénario sur lequel Bruce Lee travaillait depuis des années, fut également porté à l'écran. Il a été renommé Circle of Iron. Il s'agissait d'un voyage philosophique plutôt que d'un simple film de combat. La courte vie de Bruce Lee fut le sujet de plusieurs biographies filmées avec différents degrés de vérité. L'une des biographies faites à Hong Kong s'appelait Bruce Lee, l'homme, le mythe. Tout nouveau, toute la vérité basée sur la vie et les moments clés de la vie de Bruce Lee. En 1993, Hollywood sortit Dragon, l'histoire de Bruce Lee, avec Jason Scott Lee, qui avait joué dans le film aux 9 Oscars, Le Dernier Empereur. Le film était en partie une biographie romancée, en partie un film sur les arts martiaux et en partie un film à message. La légende de Bruce Lee continue. De nouveaux fans découvrent l'adresse, l'esprit et la philosophie de ce remarquable acteur. Ceux qui l'appellent le James Dean chinois ou le Gene Kelly des films d'arts martiaux le sous-estiment en fait. Il défie toute comparaison de ce style. Alors que Bruce Lee réinventait le film de kung-fu, en réalité, il a révolutionné les arts martiaux. Ces films restent des hommages à la capacité de combattre. Mais comme Lee le disait souvent, son premier intérêt était pour les arts martiaux. Ses films et sa carrière d'acteur venant en second. Il savait qu'en apparaissant dans les films, il aidait à populariser les arts martiaux et à encourager la compréhension entre l'Est et l'Ouest. Déjà une figure culte au moment de sa mort, sa légende n'a fait que grandir au fil des années. Il demeurera le dragon immortel.